Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Nous sommes toujours en plein examen du projet de loi de finances pour 2020, ici à la Chambre haute du Parlement. Le volet recettes a été adopté. Place maintenant au vote des crédits ministère par ministère. Et hier, ce sont les crédits de l'écologie qui étaient examinés en séance. Sur fond de polémique sur le montant de ces crédits, les sénateurs ont rejeté cette partie du budget. Ils ont parlé de subterfuge, d'un budget artificiel, d'une hausse en trompe-l'œil. Les sénateurs n'ont pas mâché leurs mots en séance. Sans plus attendre, direction l'hémicycle donc pour revivre cette séance préparée aujourd'hui pour Public Sénat par Louis Mollier-Sabet et Lise Bardot. Deux amendements en discussion commune. Le 205, M. Courteau. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme le souligne dans son rapport annuel de 2019 le médiateur national de l'énergie, près de 6 millions de personnes ont des difficultés à payer leurs factures d'électricité, de gaz ou de fioul, et 7,4 millions de personnes vivent dans des passoires énergétiques. Toujours selon le médiateur de l'énergie, en 2017, un tiers des ménages ont réduit leur consommation de chauffage pour ne pas payer une facture trop importante. Les ménages en précarité consacrent toujours, selon le rapport du médiateur, en moyenne 1 925 € par an en énergie contre 1 584 par an pour la moyenne nationale. Le chèque énergie mis en place dans la loi Transition énergétique pour la croissance avait notamment pour vocation d'aider les ménages à payer leurs factures d'énergie. Le gouvernement a proposé dans le PLF 2019 d'augmenter la valeur du chèque énergie de 50 €. Or, la hausse des tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers en 2019 s'est traduite par une augmentation de 85 € en moyenne pour les foyers se chauffant avec cette énergie. Une somme particulièrement importante et pénalisante pour les ménages précaires, somme qui a annulé la revalorisation de 50 € du chèque énergie. Force est de souligner que les populations fragiles sont les premières victimes de l'alourdissement des dépenses énergétiques contraintes liées à l'augmentation des prix de l'énergie et de la fiscalité carbone. Pour ces raisons, nous souhaitons revaloriser le montant moyen du chèque énergie de 100 € afin que ce chèque puisse permettre aux ménages de vivre dignement sans renoncer, par exemple, à se chauffer. On peut estimer que le coût supplémentaire de cette augmentation est de l'ordre de 300 millions. Cela peut paraître élevé, mais on a de bonnes raisons de penser que les tarifs de l'énergie ne vont cesser d'augmenter en raison de l'accroissement de la fiscalité écologique, notamment. Il faut donc aider les ménages en situation de précarité qui seront fortement impactés pendant la période de transition. Nous avons bien évidemment gagé notre amendement, mais au regard des difficultés croissantes que rencontrent aujourd'hui les personnes en situation de précarité, le gouvernement devrait lever le gage financier de cet amendement pour permettre une augmentation satisfaisante du montant du chèque de l'énergie. Merci, cher collègue. Le 224, M. Grémier. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, chers collègues, c'est dans le même esprit que notre collègue, sauf qu'on est avec une augmentation du chèque énergie qu'il est absolument nécessaire effectivement de flécher à hauteur de 75 millions d'euros et qui permettrait d'accroître pour les revenus les plus faibles et de 50%, donc on passerait à 73 € et pour les revenus un peu plus élevés à une augmentation de 10%, ce qui ferait qu'on aurait un chèque énergie compris entre 73 et 302 €. Voilà la proposition que je vous fais en ayant entendu notre rapporteur qu'on peut exprimer un souhait qui, de toute manière, au final, mais c'est un souhait que nous formulons et j'insiste dessus parce que effectivement, il a été très souvent débattu dans l'hémicycle sur les ménages qui sont en situation de précarité, comme l'a dit notre collègue Roland Courteau, et qu'il est effectivement nécessaire d'accompagner les plus faibles. Collègue, monsieur le rapporteur. Oui, je ne dirais pas que ce sont des amendements d'appel parce que c'est un vrai sujet, mais ça montre, me semble-t-il, que le gouvernement aura besoin de travailler avec toutes les assemblées, les deux assemblées parlementaires et les territoires, pour jauger mieux à l'avenir les besoins et essayer de proposer le plus tôt possible, en tous les cas dans le prochain budget, les moyens appropriés. C'est plus facile si le gouvernement fait des propositions budgétaires répondant aux besoins des populations. Vous comprenez bien que c'est plus facile ici au Sénat de suivre et donc d'amender. Mais pour les raisons que j'ai évoquées, donc
demande de retrait ou avis défavorable. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Peut-être souligner que les différents amendements qui gagent des dépenses supplémentaires en prélevant sur le programme 203 ne me paraissent pas aller dans le sens de la priorité qu'on partage à l'entretien de nos routes et de nos ponts. Je me permets de souligner ce point parce que je pense que le Sénat est particulièrement sensible à la nécessité d'avoir un réseau bien entretenu dans tous nos territoires et donc ces amendements ne vont pas dans le bon sens. Dire aussi, s'agissant du chèque énergie, que son montant est d'ores et déjà nettement plus important que les précédents, les tarifs sociaux qui existaient précédemment. Par exemple, le tarif de première nécessité se situe à un montant maximal de 140 €, alors que le chèque énergie peut atteindre 277 €. Rappelez aussi que nous avons gelé la hausse de la trajectoire carbone. Donc, si cette hausse que vous proposez vise à couvrir une hausse de la fiscalité énergétique, je ne vois pas bien de quelle hausse il s'agit. Et puis aussi souligner qu'il me semble aussi important d'accompagner ces ménages pour qu'ils puissent faire des économies sur leurs dépenses d'énergie. Je voudrais par exemple souligner que quand on change une chaudière à énergie fossile peu performante par un équipement à énergie renouvelable, cela conduit à une économie de 900 à 1 200 € par an. Et donc je pense que l'équilibre, il doit être celui-là, à la fois ce chèque énergie, plus avantageux que n'étaient les précédents tarifs sociaux, et puis mettre le paquet pour accompagner nos concitoyens, notamment les plus modestes, pour économiser de l'énergie, ce qui est évidemment bon pour leur pouvoir d'achat, en même temps bon pour le confort et bon pour la planète. Merci. Donc je mets aux voix... Oui, Monsieur Courteau. Je voudrais simplement rappeler quelques chiffres. La dépense moyenne pour des ménages de conditions modestes, par an, c'est 1 925 €. Le chèque, c'est 200, 300 €, en moyenne également. Et puis je voudrais aussi préciser que concernant la rénovation ou le changement de chaudière, etc., le bénéfice est dirigé vers le propriétaire et non pas vers le locataire. Et non pas vers le locataire, Madame la Ministre. Collègues, donc je mets aux voix l'amendement 205 avec un double avis défavorable, Commission-Gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 224, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Il est adopté. Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement 204, Monsieur Courteau. 204. Oui, Monsieur le Président. Le projet de loi réforme dans son article 4 le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, notamment en le transformant en prime perceptible dès le début des travaux de rénovation énergétique pour les ménages aux revenus modestes. Au total, 450 millions seront consacrés en 2020 au financement de cette nouvelle prime. 390 millions sont portés au programme 174 et 60 millions par le programme 135 afin d'abonder le budget de l'ANA. Nous proposons avec cet amendement d'augmenter de 60 millions les crédits du programme 174 consacrés à cette prime. Nous estimons en effet qu'il est nécessaire que cette prime permette de couvrir également le reste à charge pour les ménages modestes et très modestes. Alors évidemment, nous avons gagé notre amendement en ponctionnant sur un autre programme, mais nous sommes persuadés que Madame la Ministre va lever le gage. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, donc là encore, comment dirais-je, une demande que l'on peut comprendre sur les besoins. Un rejet pour les raisons que j'ai évoquées, les raisons budgétaires,
Je pense en même temps, Madame la Ministre, je vous interroge, ce qui va vous permettre de donner des éléments de réponse par rapport à ce que vous avez dit sur le soutien du gouvernement aux plateformes de rénovation énergétique. Moi, j'ai plutôt comme information dans nos territoires que le gouvernement, via l'ADEME, ne participe plus au soutien des plateformes régionales de rénovation énergétique. Je vous le dis parce que, président une agence locale de l'énergie et du climat, ce sont les éléments d'information qui nous ont été officiellement transmis. Donc c'est aussi pour éviter les erreurs. Et je crois que vous avez commis une légère erreur sur les effectifs en disant qu'en équivalent temps plein, il y avait 597 en ETP en moins. C'est les chiffres de votre ministère qui nous ont été transmis. C'est 797. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'avis sur l'amendement 204. Merci, Monsieur le Président. Je vous confirme que nous avons dégagé 200 millions d'euros sur 3 ans pour donner de la visibilité, pour financer les plateformes, et que Julien Normandie et Emmanuel Vargon ont fait le tour de toutes les régions pour informer, mais manifestement, l'information n'a pas encore totalement circulé, que nous souhaitions contractualiser de façon pluriannuelle ces crédits, en espérant que les collectivités pourront également participer au financement de ces plateformes. Donc l'objectif, c'est bien de donner une visibilité pluriannuelle, parce que je pense que ces plateformes de conseil et d'accompagnement sont très importantes pour accompagner au mieux les ménages dans la rénovation de leur logement. Alors pour revenir sur l'amendement 204, avis défavorable. Les crédits ont été dimensionnés en fonction des barèmes qui ont été mis au point après une large concertation. Ces crédits ils doivent être aussi lus avec les compléments qui peuvent être apportés par des C2E, et l'ensemble de ces aides fait que, in fine, les restes à charge pour les ménages modestes et très modestes seront inférieurs à ce qu'ils étaient dans le précédent dispositif. Donc avis défavorable. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement 204 avec un double avis défavorable, commission gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Il faut lever la main. Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Alors nous avons 11 amendements en discussion commune qui prélèvent, qui ont parfois des sujets de fond un peu différents, mais qui prélèvent tous des crédits sur l'action 3 du programme 217, donc pour un montant cumulé très supérieur au crédit. Ça veut dire qu'en cas d'adoption, on sera obligé de regarder si les crédits sont épuisés ou pas. Enfin bon, on n'en est pas encore là. On va commencer donc cette discussion commune de 11 amendements par le 199, Monsieur Courteau. Oui, cet amendement concerne le plan de déploiement de l'hydrogène, et selon les éléments de communication du gouvernement, il a pour objet d'accompagner l'innovation et les premiers déploiements industriels de l'hydrogène décarboné pour être prêt à en faire un pilier de la transition énergétique à moyen terme. Ce plan prévoit que des moyens dédiés à l'hydrogène seront mobilisés par l'ADEME pour permettre les premiers déploiements, et indique que le gouvernement mobilisera 100 millions d'euros à partir de l'année 2019. L'objectif du ministre de la Transition écologique et solidaire est d'atteindre un financement régulier de 100 millions d'euros par an en faveur de l'hydrogène si les premiers déploiements sont concluants. L'ADEME a mené en 2019 2 appels d'offres en ce sens, mais les montants prévus à ce stade en 2019 restent en deçà des 100 millions annoncés. Pour l'année 2020, le gouvernement prévoit de proroger le soutien de l'ADEME au développement de l'hydrogène sans plus de précision. Le bleu budgétaire relatif à la mission écologie, développement et mobilité durable détaille le budget alloué pour 2020 à l'ADEME au sein de l'action 12 du programme 181, avec un budget prévu à 595 millions en 2020 contre 603 en 2019. Le gouvernement explique que ce financement permettra de démarrer les nouveaux fonds d'intervention air, mobilité, hydrogène, et précise qu'en application du plan climat et pour notamment accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leur plan de protection de l'atmosphère, l'ADEME poursuivra les programmes air, transport,
mobilité et sa dynamique sur l'hydrogène faible en carbone dans le cadre du plan hydrogène. Cet amendement vise donc à doter de 50 millions supplémentaires le programme 181 prévention des risques à l'action 12 agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie afin d'apporter une garantie au financement du plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique présenté en juin 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et cette augmentation de 50 millions doit permettre de financer la mise en œuvre du plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique impulsé par le gouvernement en juin 2018. Et bien sûr, nous avons engagé cet amendement. Mes chers collègues, le 178, Monsieur Chaise. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. En juin dernier, dans un rapport d'information sur la sécurité des ponts, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a tiré la sonnette d'alarme sur l'état des ouvrages d'art du réseau routier français. J'associe bien sûr à mon propos le président Moret. Si l'état des ponts gérés par les collectivités territoriales est particulièrement préoccupant, ce rapport a rappelé que les ponts gérés par l'État ont également connu une dégradation lente mais continue de leur état au cours des dernières années. À la suite de l'audit externe réalisé sur l'état du réseau routier national non concédé en 2018, le gouvernement a lui-même indiqué que 7% des ponts de l'État présentaient des dommages sérieux avec, à terme, un risque d'effondrement. Nous le savons, après des années de sous-investissement, il est aujourd'hui impératif de mobiliser des moyens importants pour remettre en état ces ponts. En septembre 2017, un audit interne du ministère des Transports a estimé les montants nécessaires pour améliorer l'état des ouvrages d'art de l'État et atteindre une situation normale d'ici 10 ans à 110 millions d'euros par an. Un constat similaire a été fait par le Conseil d'orientation des infrastructures dans son rapport de janvier 2018. Quant au CEREMA, il nous a indiqué que le budget consacré aux ouvrages d'art devait être porté à hauteur de 120 millions d'euros par an. Or, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d'y consacrer l'année prochaine 79 millions d'euros. Et la programmation des investissements prévus par la loi d'orientation des mobilités ne conduit à atteindre le montant de 120 millions d'euros qu'à partir de 2026. Le gouvernement nous indique que cette trajectoire s'appuie sur le scénario 5 de l'audit externe du réseau routier, mais ce scénario ne permet dans un premier temps que d'enrayer la spirale de dégradation des ouvrages d'art, alors que l'enjeu est également de les remettre rapidement à niveau afin d'atteindre une situation satisfaisante. Par conséquent, cet amendement vise à augmenter de 40 millions d'euros les crédits dédiés à l'entretien des ouvrages d'art de l'État pour les porter à 120 millions d'euros dès l'année prochaine, évidemment dans un contexte que l'on connaît tous. Chers collègues, le 223, Monsieur Gramillet. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est un amendement qui est dans la droite ligne, là encore, du texte que nous avons voté au niveau de l'énergie et du climat, qui mettait en avant notamment la volonté de notre pays au niveau des deux assemblées de développer les réseaux de chaleur. Et aujourd'hui, on est loin de l'atteinte des objectifs pour 2030 à 38% de chaleur renouvelable. Et ce qui est proposé, tout simplement, c'est d'abonder le fonds de 40 millions pour permettre le développement de ce fonds chaleur et surtout d'atteindre les objectifs. On en est né un de la programmation pluriannuelle concernant la stratégie pour atteindre l'objectif final de 2050. Et l'objectif, c'est tout simplement de ne pas en prendre de retard et donner des signes positifs à la fois aux collectivités, mais aussi aux citoyens pour qu'ils se raccordent à ces réseaux de chaleur. Merci, chers collègues. Le 136, Madame Filleul. J'étais distraite. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, cet amendement vise à supprimer la baisse continue de la subvention des charges pour charges publiques de services publics versées à l'ADEME afin de la rétablir à son niveau de 2018, soit une hausse de 17 millions d'euros pour atteindre 609 millions d'euros. En effet, l'ADEME joue un rôle important dans la transition écologique et énergétique et son champ d'action et ses missions ont augmenté ces dernières années. Par ailleurs, la loi sur l'économie circulaire va encore accroître ses missions. Elle se verra confier le suivi de la création de nombreuses filières REP et la mise en œuvre de la feuille de route pour l'économie circulaire. D'autres missions également, comme la mise en œuvre du plan de déploiement de l'hydrogène, le nouveau fonds Air Mobilité ou encore le service public de la performance énergétique de l'habitat nécessitent des moyens financiers adaptés. Dans ce contexte, Madame la Ministre,
comment envisagez-vous que l'ADEME puisse faire plus avec moins? Pour nous, cela apparaît impossible. C'est pourquoi nous proposons le rétablissement des crédits alloués à l'ADEME à son niveau de 2018. Merci. Merci, cher collègue. Le 140, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à revenir sur la diminution croissante des moyens du CEREMA afin de les rétablir à son niveau de 2018. Le CEREMA aide à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il joue un rôle important en matière dans le domaine des transports, des mobilités, d'ingénierie, notamment en ce qui concerne les infrastructures comme les ponts, mais aussi de l'environnement. Pour ces missions centrales, il y a celle de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique qui sont, nous pouvons tous nous accorder sur ce point, absolument fondamentales. Le CEREMA est ainsi très mobilisé sur les problématiques liées aux inondations, aux risques littoraux, et il accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. Or, depuis 2 ans, cet opérateur a vu ses moyens chuter de près de 10 millions d'euros, soit 4,5% de son budget total. Cette baisse budgétaire s'accompagne d'une réduction de ses effectifs de l'ordre de 101 emplois en 2020. Depuis 2015, les dépenses de fonctionnement du CEREMA auront ainsi baissé de 16,8% et celles d'investissement de 47,1%. Au vu des missions importantes remplies par le CEREMA, cette situation est anormale. En se basant sur le montant généralement admis de 50 000 euros par emploi, la baisse programmée de ces 101 ETP pour 2020 pourrait être compensée par 5 millions d'euros. Ce maintien des effectifs semble le minimum envisageable pour permettre à cet établissement de fonctionner normalement. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Le 201, Monsieur Courteau. Très rapidement, Monsieur le Président, cet amendement de repli vise à doter de 10 millions supplémentaires le programme 181, prévention des risques, à l'action 12, agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, afin d'apporter une garantie au financement du plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique présenté en juin 2018 par le ministère de l'écologie. Chers collègues, le 138, Madame Filleul. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement vise à supprimer la diminution des crédits alloués au dispositif de contrôle des risques technologiques et des pollutions. Quelques semaines après l'événement survenu sur le site Lubrizol à Rouen, qui démontre la nécessité de maintenir les efforts en matière de contrôle et de prévention des risques, cette diminution de 6 millions d'euros est en effet très malvenue. Pourtant, le dernier inventaire réalisé par le Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles du ministère de la Transition écologique et solidaire, publié le 10 septembre dernier, a révélé que le nombre d'accidents industriels a augmenté de 34% en 2 ans, entre 2016 et 2018. Le rapport démontre également que les accidents industriels causés par des événements météorologiques majeurs sont également en très rapide augmentation. Il apparaît dans le même temps qu'en l'espace de 10 ans, le nombre d'inspections a presque été divisé par 2. Dans ces conditions, la baisse des crédits dédiés à l'action numéro 1 du programme 181 n'est pas du tout souhaitable, même si, Madame la Ministre, nous avons bien pris acte qu'elle pouvait s'expliquer en partie par le retraitement des 7 millions d'euros consacrés à l'immeuble du Signal l'année dernière. En effet, les conclusions des travaux du BARPI sont suffisamment alarmantes pour que des efforts financiers soient consentis en matière de prévention des risques. C'est l'objet de cet amendement. Merci. Merci, chers collègues. Si vous pouvez enchaîner avec le 137. Cet amendement, Monsieur le Président, est un amendement de repli au 136. Il vise à limiter la baisse des crédits de l'ADEME en maintenant le montant de la subvention pour charges de service public à son niveau de l'année dernière, soit une hausse de 8 millions d'euros. Merci, Madame Préville. Le 141. Merci, Monsieur le Président, Madame les Ministres, mes chers collègues. Donc, cet amendement est un amendement de repli par rapport au 140 qui vise à supprimer la baisse de la subvention pour charges de service public au CEREMA en 2020 afin de la rétablir à son niveau de l'année dernière.
c'est-à-dire 2019. Les 4,5 millions d'euros que nous proposons de rétablir permettraient de limiter très fortement la baisse des effectifs envisagée pour l'année prochaine. Je vous remercie. Merci. Le 139, Madame Filleul. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, un dossier très important. Cet amendement vise à apporter une première réponse aux difficultés rencontrées dans de très nombreuses communes des Hauts-de-France, insuffisamment prises en compte par le régime actuel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse. En effet, les modalités actuelles d'appréciation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols méconnaissent la gravité des phénomènes de cycle sur les sols argileux. C'est un constat qui a d'ailleurs été établi dans le cadre de la mission d'information sénatoriale sur les risques climatiques. Or, les cycles de sécheresse et de réhydratation entraînent à terme la destruction des bâtiments édifiés de longue date sur ces sols. Dans de nombreuses communes, notamment dans les Hauts-de-France, qui ont subi la sécheresse en 2016, 2017 et 2018, des centaines de familles sont ainsi mises en danger et constatent chaque jour des dégradations importantes et évolutives de leur logement. Afin de parer aux conséquences les plus graves de ce phénomène et en prévision d'une nécessaire réforme du système actuel de prévention et de réparation de ces dommages, cet amendement vise à créer un fonds d'indemnisation et de prévention des dommages liés à la réhydratation des sols argileux. Ce fonds, abondé dans un premier temps à hauteur de 3 millions d'euros, pourra permettre de répondre aux premières urgences, de mettre en place des tours de table associant les acteurs territoriaux et les assureurs, de définir une stratégie de prévention de ces dommages et de faire évoluer les règles de droit commun de manière à mieux prendre en compte l'ensemble des citoyens. Merci, chers collègues. Le 142, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à revenir sur la diminution de la subvention pour charges de service destinée à Météo France afin de la rétablir à son niveau de 2019. Météo France doit en effet remplir de nombreuses missions dont l'importance ne cesse de croître à l'heure du changement climatique. Le rapport d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation de notre collègue Nicole Bonnefoy a mis en avant le rôle fondamental de cet opérateur de recherche et d'expertise publique dans l'anticipation et la gestion des aléas climatiques, mais aussi dans l'évaluation de l'impact du changement climatique. Pourtant, Météo France connaît une diminution drastique de ses effectifs depuis plusieurs années et la tendance se poursuit en 2020 avec une diminution de 95 emplois. L'année dernière, l'opérateur enregistrait pourtant déjà une baisse de 62 emplois. La question de l'implantation de Météo France sur les territoires se pose donc nécessairement, particulièrement en zone de montagne ou en outre-mer. En effet, l'établissement devrait encore connaître la suppression de 475 emplois d'ici 2022. Le présent amendement vise donc à maintenir le niveau de la subvention accordée à l'opérateur, soit une hausse de 1,7 million d'euros, ce qui pourrait correspondre au maintien de 34 emplois si nous estimons le coût moyen d'un emploi à 50 000 euros. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Alors, je vais donner les avis pour les amendements qui me concernent plus particulièrement. Il y a le 100, je vais prendre dans l'ordre, le 199, la revalorisation des crédits alloués à l'ADEME pour le financement du plan hydrogène. Je crois que ça pose la question, une fois qu'il y a des annonces pour un plan hydrogène, c'est le déroulé, la stratégie et de quelle manière et à quel moment des fonds doivent être dégagés. Ça rejoint la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone. Donc en l'état actuel, faute d'avoir un projet de financement clairement établi par l'État, je demande le retrait ou avis défavorable, également pour les raisons que j'ai évoquées. Le 223, la revalorisation des crédits alloués au fonds chaleur. Je veux donner des éléments. Effectivement, quand on a reçu l'ADEME, on a bien eu confirmation de ce que davantage de moyens vont être mobilisés sur le fonds chaleur. On peut toujours en demander plus, mais il faut aussi regarder une chose. Là encore, il faut pouvoir prévoir les fonds nécessaires et qui seront dépensés dans l'année.
Je pense qu'il faut aussi être raisonnable. Les affichages sont une chose, c'est les moyens réellement consacrés en fonction de l'état d'avancement des dossiers qui sont importants. Donc ça ne me paraît en tous les cas pas nécessaire, même si j'entends les demandes. Donc il y en a deux, je crois qu'il y aura celui de M. Grémier ensuite, donc avis défavorable. Le 136, le rétablissement de la subvention allouée à l'ADEME à son niveau de 2018, honnêtement, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit nécessaire, puisqu'on reviendrait finalement à N-2. Donc avis défavorable. Monsieur Courteau, le 201, ça a été traité puisqu'on l'avait déjà vu dans le 199. Le 138, Madame Filleul, je reprends ça, c'est la prévention des risques technologiques. On a évoqué ce sujet, enfin je l'ai bien évoqué lors de la déclaration générale et du rapport spécial. Il va y avoir un sujet sur la prévention. J'ai entendu ce qu'a dit la ministre. Il y a quelques personnels en plus, mais je pense que entre les phénomènes climatiques et Lubrizol, il va y avoir un sujet, je pense, à partir de l'année prochaine. Donc, retrait ou défavorable. Madame Filleul, le 137, pardon, j'y suis tout de suite. Voilà, hausse de la subvention allouée à l'ADEME, j'y ai déjà répondu, donc défavorable. Madame Filleul, le 139, les crédits alloués pour notamment les phénomènes de catastrophes naturelles. Alors, je trouve dommage que vous n'évoquiez qu'une région. C'est un vrai sujet, mais je pense, là encore, au regard du rapport qui a été rendu par nos collègues Bonnefoy et Vaspart, on devrait déboucher sur des propositions faites par le Sénat, soumises au gouvernement, pour faire évoluer plus globalement, en tous les cas, la possibilité d'améliorer les procédures, de les rendre plus efficaces et peut-être derrière également d'avoir davantage de moyens. Mais avis défavorable. Merci. Donc, monsieur le rapporteur Capo-Canella, non, pour d'autres. Le 140. 178. Alors, bien, Monsieur le Président, donc on m'a demandé l'avis de la Commission sur le 140. Et si vous en êtes d'accord, je suis prêt à également donner un avis sur le 141 et le 142. Je commence par le premier, le 140. Il vise à restaurer la subvention allouée au CEREMA. J'ai eu l'occasion tout à l'heure, dans mon exposé introductif, de dire qu'effectivement, la trajectoire budgétaire du CEREMA était particulièrement contrainte. Cela dit, je veux donner acte au gouvernement de ce que tous les ans, il y a une somme maintenant en loi de finances et qu'on évite les mécanismes de gel, de surgel, et que la visibilité annuelle s'est quand même améliorée. La visibilité pluriannuelle s'est aussi améliorée puisque la trajectoire a été fixée jusqu'en 2022. Alors on peut discuter de la trajectoire, mais je pense que c'est une bonne chose que ces établissements sachent quel est le point d'atterrissage qui leur est proposé et qu'à partir de là, ils fassent les efforts nécessaires en ayant le temps pour s'organiser. Donc je dirais simplement que cette trajectoire, certes, elle est difficile, mais elle est atteignable et j'ai eu l'occasion de discuter avec l'équipe de direction générale du CEREMA qui s'est mise en situation d'arriver à l'objectif. Je pense qu'il y aura un sujet à la fin de la trajectoire actuelle, qui est en 2022, et que là, effectivement, on arrive à l'os et qu'il va falloir s'arrêter, et que notamment les suppressions de postes ne sont plus tenables. Voilà. Pour ces raisons, et puis notamment pour le fait aussi que nous proposons le rejet des crédits de la mission, l'avis est défavorable. J'en viens maintenant à l'amendement 141. C'est la même chose parce qu'il s'agit toujours du CEREMA, mais cette fois, il a été proposé d'apporter moins de crédits, c'est-à-dire 4,5 millions au lieu de 10 millions qui était l'amendement précédent, mais l'avis est donc par définition le même. Et puis sur le 142, il s'agit cette fois des crédits de Météo France. Le diagnostic est a priori le même, ces trois établissements étant logés peu ou prou à la même enseigne avec une trajectoire budgétaire jusqu'en 2022. Météo France est en train de faire une révolution importante, en tout cas il va le faire dès 2020 avec l'arrivée du supercalculateur qui permet aussi des redéploiements. Je pense que la nouvelle présidente a pris toute la mesure en peu de temps des enjeux de cet établissement qui est une fierté pour la France et qui a connu, c'est vrai,
des restructurations territoriales importantes, mais que la trajectoire sera effectivement tenue. Là aussi, le sujet va être à la fin de la trajectoire en 2022. Et donc, pour les mêmes raisons, l'avis est défavorable. Merci. Le 178. Alors, sur le fond de cet amendement, bien évidemment, on est d'accord, enfin, on est favorable avec un amendement qui résulte d'une préconisation du rapport d'une mission d'information du Sénat. Après, comme on vous l'a dit, sur la forme, nous émettrons un avis défavorable puisqu'ensuite nous allons rejeter les crédits de la mission. Donc, on ne peut pas les amender en cours de lecture. Mais on comprend bien les enjeux. Après, ça pose au-delà de tout ça le financement des infrastructures de transport dans une acceptation beaucoup plus large, puisque là, vous faites état d'un sujet, les ponts, mais on a entendu le rail, demain, on pourra entendre tout un tas d'autres sujets, donc les routes. Donc voilà, avis défavorable, même si on comprend bien l'enjeu qui est derrière. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais donner un avis défavorable à ces différents amendements pour les raisons que je vais expliquer. Alors, sur l'amendement 199, je voudrais vous confirmer que le gouvernement est convaincu que l'hydrogène est un vecteur énergétique tout à fait essentiel pour la transition écologique. C'est la raison pour laquelle, suite à l'annonce du plan hydrogène, nous avons lancé 3 appels à projets, 2 dans le domaine de la mobilité et 1 sur l'hydrogène industriel, en complément des efforts qui sont d'ores et déjà consentis, notamment sur le PIA, pour la recherche et le développement. Le premier appel à projet sur la mobilité a permis de retenir 11 projets pour un montant de 50 millions d'euros. Les résultats des 2 autres appels à projets seront connus au début de l'année prochaine. Et compte tenu de l'importance de ce sujet, nous avons d'ores et déjà décidé de consacrer 50 millions d'euros de nouveau en 2020 et également sur les 2 années suivantes pour pouvoir continuer des appels à projets. Donc je pense que cet amendement est satisfait. Donc retrait ou défavorable. S'agissant de l'amendement 178, donc il s'agirait d'augmenter les montants consacrés à l'entretien des ouvrages d'art. Donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les montants de ces crédits sont d'ores et déjà passés de 59 millions d'euros en 2017 à 79 millions d'euros en 2020. Donc je vous confirme qu'on vise 129 millions d'euros en 2026, c'est ce qui est prévu dans la trajectoire de la loi d'orientation des mobilités, mais sur des travaux de ce type-là, on ne monte pas en puissance du jour au lendemain. Donc on a effectivement bien pris en compte les objectifs qui ont été définis dans le cadre de l'audit et on monte progressivement sur l'entretien, la rénovation de ces ouvrages d'art et je pense que c'est la bonne méthode. S'agissant de l'amendement de 223 de M. Grémillet, donc on partage bien évidemment l'importance de renforcer le fonds chaleur, mais d'ores et déjà 350 millions d'euros sont prévus pour l'année 2020. Je rappelle qu'on était à moins de 200 millions d'euros en 2017 et à peu près à 300 millions d'euros en 2019. Donc je pense qu'on a les moyens en 2020 pour accompagner la montée en puissance de ces projets de biomasse, étant entendu que, par ailleurs, je pense qu'on a tous en tête qu'il y a des élections municipales en 2020, ce qui fait qu'on n'est pas complètement convaincu que les collectivités vont prioritairement s'engager dans des projets de réseau de chaleur et on pense pouvoir redéployer ce fonds, si c'était effectivement le cas, pour accompagner des projets dans l'industrie où on a aussi des enjeux très importants de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, s'agissant de l'amendement 136 de Madame Filleul, je pense que les ressources qui sont prévues pour l'ADEME sont au bon niveau. Je voudrais rappeler que la trésorerie de l'ADEME, enfin en tout cas son fonds de roulement prévu fin 2019 sera de plus de 250 millions d'euros, ce qui fait qu'avec les ressources qui sont prévues aujourd'hui en engagement, on pourra passer de 676 millions d'euros en 2019 à 721 millions d'euros en 2020. Et donc je pense que ça nous permet de répondre aux différents enjeux. S'agissant du CEREMA, en fait, la diminution de la subvention pour charges de service public correspond finalement au projet d'évolution de l'établissement CEREM Avenir. Je précise également que que la qualité de ce projet CEREM Avenir a permis d'allouer au CEREMA un financement complémentaire de 12,4 millions d'euros sur 4 ans par le Fonds de transformation de l'action publique. Donc je pense que ça donnera
au CEREMA les moyens de conduire à bien son projet d'établissement. L'amendement 201, donc ça, j'ai répondu sur l'hydrogène et donc sur les moyens qui sont d'ores et déjà prévus. L'amendement 138, alors je vous précise qu'effectivement, il n'y a pas de baisse des moyens affectés au risque, mais qu'il y avait une dépense exceptionnelle liée au dossier du Signal en 2019, et donc cette dépense exceptionnelle n'étant pas reconductible, on a un maintien hors cette dépense des crédits sur ce programme. S'agissant de l'amendement 137, donc j'ai déjà répondu sur les ressources de l'ADEME. Sur l'amendement 141, j'ai répondu sur les dépenses du CEREMA. S'agissant de la question des sols argileux et de l'impact sur les constructions, on a eu l'occasion d'échanger notamment sur ce sujet à l'occasion du débat sur l'indemnisation des catastrophes naturelles. Comme vous le savez, on a désormais prévu dans le cadre de la loi ÉLAN que les nouvelles constructions devraient faire l'objet de dispositions constructives adaptées et qu'à défaut, ce serait la garantie décennale qui pourrait être mobilisée par les propriétaires. Par ailleurs, quand on a des sécheresses exceptionnelles, les dommages peuvent être indemnisés par le fonds CatNat. Je suis bien consciente qu'on a qu'on a des difficultés quand il est considéré qu'on est sur des problèmes de sécheresse courante. Je pense que ça renvoie, comme le disait monsieur le rapporteur, à la réflexion générale qu'on peut avoir sur le dispositif CatNat, et en tout état de cause, créer un fonds ne permettrait pas de mettre en place un dispositif adapté. Donc retrait, sinon avis défavorable. S'agissant de Météo France, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le sénateur Capo-Canellas. En fait, l'évolution de la subvention pour charges de service public est conforme au projet de l'établissement, et je précise par ailleurs que Météo France bénéficiera également du fonds pour la transformation d'action publique à hauteur de 2,9 millions d'euros. Enfin, s'agissant de l'amendement 200 sur les effectifs du ministère... On n'est pas en discussion. Ah pardon, excusez-moi. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix l'amendement 199 qui n'a pas été retiré, avec deux avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 178 avec un double avis défavorable également en Commission et Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc, alors, le 223 a été retiré, le 136 tombe du coup, puisqu'il n'y a plus assez de crédit de toute façon pour... même s'il était voté. Alors ensuite, le 140, je mets aux voix le 140 avec un double avis défavorable. Commission, gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Attendez, on va recommencer. Levez bien la main, mes chers collègues. On va commencer. Qui est pour le 140? Ça va être adopté. Qui est contre? Il est adopté. Qui s'abstient? Il est adopté. Ça fait combien? Il reste 10 millions, donc on peut continuer. On peut encore faire donc, 5,9. Le suivant tombe puisqu'il reste 5,9 millions, m'indique. Le 201 tombe, le 138 tombe, le 137 tombe, le 141 est à combien? 4,5, donc on peut. 4,5. C'était un amendement de repli du 140, donc il tombe. C'était un amendement de repli du... Ah, c'est un amendement du repli sur le 140, donc il tombe. Le 139, on peut le mettre aux voix? Oui. Donc, avec deux avis défavorables, le 139 qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 242, là, combien? Et je mets aux voix le 142 avec un double avis défavorable Commission-Gouvernement. Qui est pour le 142? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 55, Madame Sollogoub. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite par cet amendement donner aux agences de l'eau les moyens nécessaires pour honorer et solder leurs engagements auprès des particuliers qui se sont engagés dans une démarche de mise aux normes de leurs installations d'assainissement individuelles sur la base de promesses d'aide financière. Alors, en effet, dans les programmations précédentes, l'assainissement non collectif avait fait l'objet de priorités dans les stratégies nationales et les agences de l'eau les avaient traduits par des promesses de subventions. Donc, les élus communaux dont je faisais partie à l'époque, nous avons joué le jeu. La mission était ingrate et difficile. Nous sommes allés chez nos administrés. Nous avons fait de la pédagogie. Nous leur avons promis des subventions. Éventuellement, nous avons organisé des opérations coordonnées. Nous avons fait faire les études préliminaires. Et maintenant que nous en arrivons à la phase travaux, eh bien, il faut annoncer aux administrés qu'éventuellement, ils n'auront pas les subventions prévues parce que les stratégies ont changé. Alors, ce que je demande, c'est qu'on puisse aller au moins au terme de ce qui avait été prévu et promis et que pour les particuliers ayant engagé les études et les opérations avant le 31 décembre 2019, eh bien, les agences de l'eau aient l'enveloppe financière ad hoc pour que les promesses de financement soient tenues. Je vous demande de voter cet amendement par respect pour les élus qui, de bonne foi, ont leur relayé des promesses qui maintenant risquent de ne pas être tenues. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Voilà, madame, ma chère collègue, je pense qu'il y a deux temps dans votre démarche. Moi, je partage, parce que c'est à peu près la même chose dans toutes les régions, les changements de position et de soutien des agences de l'eau par la réduction, la contraction des moyens et puis aujourd'hui des circuits de financement qui sont assez complexes. Par contre, et malheureusement pour vous et pour nous, ces crédits ne relèvent pas de la mission qui nous concerne aujourd'hui dans l'examen, puisque les agences de l'eau sont alimentées par des redevances. Et donc, de manière très simple, en fait, ça n'est pas recevable. Voilà, donc il y aura un avis défavorable parce que ce n'est pas nous qui décidons par la mission budgétaire, ici même, examiner des crédits des agences de l'eau. Merci, Madame la Ministre. Même avis. Défavorable. Donc je mets aux voix l'amendement 55 avec un double avis défavorable. Pardon. Oui, Monsieur Jacquin. Oui, moi j'aurais bien aimé voter cet amendement. Je trouve qu'il est motivé. L'assainissement non collectif est généralement pénalisé par rapport à l'assainissement collectif. Alors, je suis étonné de l'explication que nous est donnée. Je connais bien les budgets des agences de l'eau, c'est pas ici qu'on les vote. Mais pourquoi cet amendement nous arrive? Pourquoi a-t-il été reçu? Simplement, vous proposez, Madame Sollogoub, d'enlever de l'argent à l'ADEME, par exemple, et on avait des amendements pour le soutenir. Donc, si Madame la Ministre lève les gages, nous voterons votre amendement. Bon, j'imagine que Madame la Ministre, vous ne levez pas le gage. Donc, le gage n'est pas levé. Donc, je mets aux voix l'amendement 55. Pardon, Madame Gouache-Avant. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, juste une seconde pour aller dans le sens de Madame Sollogoub, parce qu'en fait, on a tous fait des promesses au niveau de nos communes, de nos intercommunalités, et nos contribuables s'interrogent toujours en se disant mais c'est vous qui changez les règles du jeu en cours de route. Moi, j'aurais aimé que plutôt que d'émettre un avis défavorable sans explication, Madame la Ministre, vous ayez la gentillesse de nous donner quelques billes qu'on puisse rentrer dans nos territoires avec des informations. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 55 avec un double avis défavorable. Pardon, monsieur le rapporteur. Oui, je veux juste que vous croyiez ce que je vous dis. Ça ne relève pas de notre mission. Pour siéger également une agence de l'eau, vous imaginez que si c'était ici qu'on pouvait décider d'augmenter les crédits à ce moment-là dans cette mission, je vous le dirais. Voilà. Merci. Il est techniquement recevable sans être irrecevable. Alors, voilà. Si vous avez du technique, du juridique et du financier.
Merci. Monsieur Joly. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à rejoindre ce que disait Nadia Sollogoub, puisque nous sommes saisis des mêmes élus, puisque nous représentons le même département. Mais il s'agit là, en fait, de redoter les agences de l'eau du prélèvement qu'elles ont aujourd'hui, qu'elles ont subi de la part de l'État. Je pense notamment à l'année dernière, il y avait un montant qui était de plusieurs centaines de millions d'euros, qui s'appuyait plutôt, qui était fondé sur les réserves dont disposaient ces agences de l'eau. Et il s'agit tout simplement de doter le budget des agences de l'eau des sommes qui leur manquent pour pouvoir satisfaire et permettre le respect de la parole publique et de la parole politique, qui aujourd'hui fait l'objet de défiance. Vous le constatez comme moi. Madame la Ministre. Donc, je confirme ce que dit Monsieur le rapporteur sur le fait que les agences de l'eau ne sont pas financées par le programme 113, mais au-delà de ça, j'entends votre question sur l'assainissement non collectif. Donc, effectivement, il a été décidé dans le cadre des 11e programmes des agences de l'eau de recentrer leurs interventions sur des actions les plus efficaces dans l'optique de la reconquête de la qualité des milieux aquatiques et d'une adaptation au changement climatique. Et de fait, les dispositifs d'assainissement non collectif ne font pas partie des priorités. J'entends ce que vous évoquez sur le fait qu'il y avait des engagements et des démarches qui avaient été engagées. Donc, je vais regarder la façon dont on peut sortir peut-être plus progressivement sur ces collectivités qui se sont engagées. Merci. L'amendement est maintenu? Oui, il est maintenu. Il est retiré? Il est maintenu. Donc je mets aux voix l'amendement 55 avec un double avis défavorable Commission-Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement 191, Monsieur Jacquin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement constate que l'action 41 relative au ferroviaire en baisse de 22 millions d'une année sur l'autre, alors que nous avons fait des annonces et un travail important dans le cadre du nouveau pacte ferroviaire. Et donc, cet amendement propose de remettre 22 millions d'euros au pot. Mais j'ai mis 22 millions d'euros au pot, je crois que j'aurais dû mettre 700 millions d'euros au pot, puisque si l'on pense au rapport Philizot, qui paraît-il, selon le rapporteur Mandelli, qui l'a rencontré, estime les travaux de remise en état des petites lignes à plus de 7 milliards d'euros, soit sur 10 ans 700 millions d'euros, eh bien nous devrions proposer une somme encore plus forte que celle-là. Donc modestement, et pour ne pas être frappé d'irrecevabilité, je m'en suis tenu à ce différentiel 2019-2020. Pendant la discussion générale, je vous ai posé, à un autre orateur également, la question de à quand le rapport Philizot. J'ai aussi signalé que vous avez habilement, depuis les assises des mobilités, réussi à éviter à ce que ce débat totémique ne se pose pas dans nos chambres respectives, tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Et en chemin faisant, les régions sont contraintes à agir. Elles ont levé d'elles-mêmes la main pour reprendre un certain nombre de petites lignes pour éviter leur fermeture, alors que le fameux débat que nous avions évoqué après le rapport Spinetta sur une réflexion à avoir sur ce qu'était une ligne rentable, ce qu'étaient les avantages sociaux, économiques de ces petites lignes, n'a pas eu lieu. Donc j'aimerais avoir les réponses sur ces différentes questions. Je vous remercie. Chers collègues, donc sur le 191, Madame la rapporteure. Oui, alors là aussi, l'avis sera défavorable et un peu comme pour l'amendement précédent, on fait des opérations sur une action en fait qui ne porte pas les objectifs que vous énoncez. Vous m'avez parlé d'investissement dans la remise en état du réseau et juste pour vous préciser que l'action 41 ferroviaire du programme 203, elle porte les coûts de l'utilisation du réseau ferré national par les TER, par les trains d'équilibre du territoire ou les intercités et les trains de fret, coûts qui ne sont pas couverts par les péages. Donc là, vous me parlez d'investissement. L'investissement, c'est l'AFIT, c'est SNCF Réseau, mais ce n'est pas l'action 41 du 203. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je veux bien que quand on aime, on ne compte pas, mais quand même, on peut quand même rappeler que 3/4 de nos investissements sont consacrés au ferroviaire,
qu'on augmente de 50% les crédits de régénération, que cette année, nous allons augmenter de 500 millions d'euros les crédits de l'AFITE, notamment pour financer ces investissements dans le ferroviaire. Je ne crois pas que ce soit dans mon tempérament de vouloir éviter les débats. J'ai eu l'occasion de dire que nous ne suivions pas les préconisations du rapport de M. Spinetta sur les petites lignes, que l'État tenait ses engagements dans le cadre des contrats de plan. Par ailleurs, dans le cadre de la loi mobilité, à la demande des régions, nous avons prévu que les régions puissent reprendre en gestion directe un certain nombre de ces petites lignes, parce qu'il peut y avoir des solutions qui sont plus efficientes, sans faire nécessairement du ferroviaire lourd. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui sont mis à disposition des régions. Et s'agissant du rapport de M. Philizot, il est en train de faire le tour des régions pour définir des solutions au cas par cas dans chacune des régions. Et je pense que ces débats sur l'avenir de telle ou telle petite ligne, je ne suis pas sûr que ce soit forcément au Parlement. Je pense que les régions ont toutes les cartes en main pour faire les bons choix. Et donc ces débats sont en cours et on vous rendra compte, bien évidemment, de l'avancement des discussions que M. Philizot a avec chacune des régions avec lesquelles il est en train de discuter actuellement pour trouver les meilleures solutions pour maintenir des services de transport sur ces petites lignes. Je mets aux voix donc le 191 avec un double avis défavorable de la Commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À présent, deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 222 rectifié, c'est M. Grémier qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement a pour but tout simplement, en droite ligne de ce qui a été fait au Sénat déjà dans le budget 2019 en 2018, d'inscrire une ligne complémentaire, d'abonder la ligne qui avait été créée au Sénat pour l'accompagnement de la fermeture des 4 dernières centrales à charbon. Je vous rappelle que ce choix a été confirmé dans la loi énergie-climat, que ce sont 4 territoires, ce sont 4 entreprises réparties dans nos régions qui ne demandaient rien et on a décidé de les fermer d'ici 2022 et qu'il est absolument nécessaire que la solidarité nationale s'exerce pour la revitalisation de ces territoires, tant au niveau des salariés qui sont concernés, tant au niveau des entreprises sous-traitances qui sont concernées aussi sur ces territoires, comme on l'a fait et comme on continue de le faire, Madame la Ministre, sur l'accompagnement sur la fermeture de la centrale de Fessenheim. Cette proposition a pour but tout simplement d'accompagner d'une manière digne ces territoires au titre de la solidarité nationale, puisqu'on a fait ce choix à des fins climatiques et un choix, je dirais, qui n'était pas porté par ces territoires. Merci. Un amendement 207 rectifié, c'est M. Courteau qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, oui, le fonds de revitalisation des territoires destiné à financer la reconversion des territoires impactés par la transition énergétique est amendé dans cette mission de 40 millions d'euros. En 2020, les territoires seront impactés par la fermeture des centrales à charbon et celle de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le montant des sommes consacrées à la reconversion des 4 centrales à charbon et à celle de la centrale de Fessenheim nous paraît pas suffisant. Notre amendement propose donc d'augmenter de 10 millions d'euros les crédits du fonds de revitalisation des territoires. Il est essentiel, nous semble-t-il, d'accompagner au mieux nos territoires dans la transition énergétique. Cela passe notamment par un renforcement des aides à la reconversion des territoires concernés par la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim ou la fermeture de ces centrales à charbon. Mais notre amendement a aussi une autre portée, à plus long terme. Les missions de ce fonds de revitalisation des territoires devront être élargies aux territoires qui sont impactés par la transition écologique, qui ne se limite pas au secteur de l'énergie. On peut notamment penser aux industries chimie, aluminium, qui devront elles aussi se verdir. Comment accompagner dès lors toutes les transformations à venir dans le cadre de la mise en œuvre de la transition écologique? La Fédération allemande de l'industrie, qui représente le patronat allemand, a remis il y a quelques mois un rapport à Angela Merkel, estimant, je cite, que nous n'avions pas d'autre choix que de réussir la transition écologique. Et cette fédération chiffre les besoins de financement à 50 milliards chaque année, soit
1500 milliards sur 30 ans. Elle se prépare donc au bouleversement à venir qu'il faut que nous aussi nous anticipions en prévoyant sur le long terme, en ayant une vision à long terme. Quelques dizaines de millions d'euros ne suffiront pas. La transition écologique pensée dès aujourd'hui pour le long terme peut aussi être une chance pour l'emploi et pour les territoires. Tel est le sens de notre amendement que nous avons engagé, évidemment, Madame la Présidente. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Alors, c'est une vraie préoccupation. Moi, je vais demander à Madame la Ministre de bien vouloir nous dire quelle est la maquette prévue pour 2020 sur la montée en charge des dispositifs d'accompagnement, puisque on peut comprendre en matière de budget que les fonds qui sont fléchés soient dépensés le mieux possible, vu l'état des finances de la France. Donc, Madame la Ministre, je donnerai l'avis définitif après vous avoir entendu. Je vous remercie. Madame la Ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Merci Madame la Présidente. Moi, je suis, comme vous, évidemment, attachée à ce qu'on accompagne de façon exemplaire les territoires qui sont concernés par les fermetures de centrales à charbon. Et c'est bien le sens des 40 millions d'euros d'autorisation d'engagement qui ont été prévus et qui correspondent aux programmes qui sont en cours de discussion dans chacun de ces territoires. Donc les crédits nécessaires sont bien prévus à hauteur de 40 millions d'euros. Plus généralement, j'entends la préoccupation qui a été exprimée d'accompagner les entreprises dans le cadre de la transition écologique, et le fonds chaleur peut précisément permettre d'accompagner les entreprises pour décarboner leur processus de production. Par ailleurs, on a des programmes de certificats d'économie d'énergie qui sont aussi ouverts aux entreprises, et aujourd'hui, il n'y a que 20% des certificats d'économie d'énergie qui sont utilisés au profit de l'industrie. On réfléchit également, dans le cadre de la démarche Pacte productif, à des avantages fiscaux qui pourront être donnés pour accompagner les investissements permettant de décarboner notre production. Mais en tout cas, pour 2020, les crédits tels qu'ils sont prévus correspondent aux besoins qui ont été recensés pour les territoires concernés par la fermeture des centrales à charbon. Donc, avis défavorable sur ces deux amendements. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission au regard de ces éléments? Au regard de ces éléments, et on aura l'occasion, je pense, de regarder dès le prochain budget quel aura été l'état des dépenses par rapport à ce qui est prévu pour les 4 sites. Donc, moi, je vais m'en remettre. Enfin, je propose de faire confiance, évidemment, à ce que vient de nous dire la ministre. Et pour cette raison, je rendrai un avis défavorable. S'il n'y a pas de demande d'explication de... Monsieur Grémillet, je vous en prie, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, moi je vais maintenir cet amendement pour une raison simple, c'est qu'effectivement on n'a peut-être pas eu les mêmes sources. J'ai passé beaucoup de temps à auditionner sur ce sujet, déjà l'an passé et à nouveau cette année. Je peux vous assurer que les besoins, ils sont là, qu'on ne peut pas abandonner ces territoires comme nous sommes en train de le faire. Et l'ampleur de ce qui est en train de se passer sur ces territoires en termes de conséquences économiques nécessite qu'on mobilise des moyens supplémentaires. C'est pour ça qu'à titre, il a été co-signé d'ailleurs par un certain nombre de collègues sénatrices et sénateurs, la solidarité nationale doit s'exercer sur ces territoires, puisque ce sont des sujets qui ne sont pas délibérés par rapport à une situation problématique d'un territoire. Et je veux dire autre chose, je m'en excuse, je vais peut-être être un peu plus long dans le temps qui me reste. Madame la Ministre, si on dit la vérité aux Français aujourd'hui, avec les événements qui se sont passés il y a peu de temps au niveau du séisme, avec les difficultés à juste titre de précaution, de fermeture de production au niveau des centrales, si on disait aux Français qu'aujourd'hui on a fait tourner à fond les centrales charbon, les centrales à fioul, centrales à gaz et qu'on a dû importer du courant venant d'Allemagne, c'est un véritable sujet. Je crois qu'il faut faire très attention. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à 4 centrales qu'on a décidé de fermer pour des raisons purement écologiques, purement d'affichage au niveau national. Je ne reviens pas dessus. Madame la Ministre, je l'ai défendu avec vous. Nous l'avons voté au niveau du Sénat sur cette décision de fermeture de ces 4 centrales charbon, les 4 dernières qui restent en France. Mais notre responsabilité, c'est d'accompagner dignement ces territoires et celles et ceux qui en vivaient. Monsieur Dantec, pour explication de vote. Et Monsieur Courteau aussi.
en quelques secondes, mais c'est un sujet important. Moi, je vais voter cet amendement, même si après, on ne confirmera pas tous les amendements qu'on est en train de voter, sur un point très précis, qui est effectivement, on a une transition à mener. Cette transition oblige à fermer un certain nombre d'outils de production ou dans d'autres domaines, des industries. Si les territoires ont le sentiment qu'ils vont être laissés seuls face à cette transition, et c'était le sens d'ailleurs du CTE au début, qui a été après, qui est un peu parti dans tous les sens et qui a perdu une partie de sa signification, si on donne le sentiment que la solidarité nationale n'accompagne pas ces territoires, alors à chaque fois qu'on devra prendre une décision de transition, on aura des blocages sur les territoires. Donc c'est absolument essentiel, effectivement, qu'on montre qu'on accompagne fortement tous ces territoires parce qu'on est sur une transition nécessaire. Monsieur Courteau, vous souhaitiez prendre une explication? Oui, j'aurais voulu vous poser une question. Est-ce que je peux rectifier mon amendement? C'est-à-dire le porter à 20 millions, puisqu'il est aujourd'hui tel que présenté. Vous voulez tout simplement le rendre identique à l'amendement de Monsieur Grémier? C'est cela. Si c'est possible. Et ce faisant, finalement, je me rallie à l'amendement de Monsieur Grémier parce que bon, juste les besoins qui sont exprimés par ces territoires sont d'une autre ampleur que les financements qui sont aujourd'hui prévus. Oui, c'est pareil. Alors, le plus simple, Monsieur Courteau, serait que vous acceptiez de le rendre totalement identique à celui de Monsieur Grémier. C'est ça, c'est l'objectif. C'est votre démarche. Très bien. Le prélèvement ne se fait pas au même endroit, vous l'aviez noté, ça. Très bien. Alors, je vais mettre au vote, s'il n'y a plus d'autres... Oui, pardon, monsieur le rapporteur. Pour qu'il n'y ait pas de méprise, moi, je maintiens la position que j'ai évoquée. Simplement, Madame la Ministre, ce que je vous demande, c'est dans un an de nous donner un état précis avant qu'on vienne en séance, c'est-à-dire lorsque l'on fera les auditions, sur les 4 sites, où vous en êtes, ce qui aura été dépensé sur 2020. Voilà. Parce que moi, je pense, alors on peut afficher, j'ai pas de souci, on peut même mettre 40 millions au lieu de 20. C'est pas ça le plus important. Je pense que le plus important, c'est de travailler à la fois dans la sérénité et dans la transparence des chiffres. Voilà. Et je pense même que si les 40 millions prévus, enfin, de mon point de vue, venaient à ne pas suffire, je pense que le gouvernement, à ce moment-là, quel qu'il soit, reverrait les montants devant être mobilisés. Voilà. Enfin, moi, j'ai envie de faire confiance parce que je veux également quand même qu'on se dise entre nous qu'on peut les budgets, le budget de la France, il n'est pas si élastique que ça. Donc, il faut entendre les engagements qui ont été pris dans la loi énergie-climat. Il faut, moi j'entends ce que vous dites, Madame la Ministre, et puis allons-y sur... mais je maintiens l'avis défavorable. Bien, s'il n'y a plus d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre aux voix ces 2 amendements identiques, le 222 rectifié et le 207 rectifié, qui est pour leur adoption. Qui est contre? Ils sont adoptés. Nous allons examiner à présent l'amendement 163 rectifié. C'est Monsieur Piednoir qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, l'amendement que je vous propose vise à renforcer les moyens financiers nécessaires à la surveillance de la qualité de l'air, à l'information et à l'évaluation des actions pour lutter contre la pollution de l'air et s'en protéger. Comme vous le savez, une bonne surveillance de la qualité de l'air est un préalable indispensable à l'action, tout comme la sensibilisation et l'information de la population. Ces missions de surveillance et d'information ont été confiées en France à des associations agréées de surveillance et de qualité de l'air, les AASCA, qui existent en France depuis 40 ans et qui reçoivent un agrément ministériel. Il vous est proposé donc de transférer 5 millions d'euros de dotation supplémentaire en autorisation d'engagement et en crédit de paiement en faveur de l'action 5 du programme 174. Aujourd'hui en France, l'État ne finance ces associations régionales qu'à hauteur de 22 centimes par habitant et par an en moyenne. C'est un amendement qui vise à porter ce financement à 29 centimes par an et par habitant. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Alors, mon cher collègue, c'est un vrai sujet que vous abordez là. Je veux le mettre en relation notamment sur tout ce qui est surveillance de la qualité de l'air, pollution atmosphérique. Les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air sont l'outil principal
qui exercent une mission de service public sous forme associative pour le compte de l'État. On a vu d'ailleurs l'importance du travail réalisé sur l'incendie du Brisol, puisque une partie non négligeable des temps d'expertise à la fois technique et scientifique sont faites par les ASCA. Donc, Madame la Ministre, je pense que vous allez rassurer notre collègue Stéphane Piednoir sur les montants suffisants programmés pour l'année 2020 pour les associations agréées sur la qualité de l'air, parce que ça revient souvent et il faut toujours jongler, ce qui, à mon avis, est un peu dommage, d'autant qu'on reste sous le coup d'un contentieux européen dont la France n'est pas sortie, et ça remonte maintenant à une décennie. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Merci Madame la Présidente. Alors vous proposez de baisser les crédits du programme prévention des risques. Après l'accident Lubrizol, je ne peux naturellement pas être d'accord avec l'idée de baisser les crédits consacrés à la prévention des risques. Et s'agissant des crédits des ASCA, évidemment le gouvernement est très attaché à la qualité de l'air et à améliorer cette qualité de l'air. C'est bien pour ça que depuis 2016, les crédits alloués aux ASCA, qui sont par ailleurs cofinancés par les collectivités, n'ont pas baissé. Et je voudrais aussi souligner que, par ailleurs, nous menons de nombreuses actions pour améliorer la qualité de l'air. Il y a notamment un programme de 140 millions d'euros géré par l'ADEME, le fonds Air Mobilité, qui permet notamment pour 35 millions d'euros d'accompagner les territoires concernés par des dépassements de normes pour les particules fines et les oxydes d'azote. Et puis j'ajoute enfin que dans la loi mobilité, vous avez voté la création de zones à faible émission qui vont donc pouvoir se mettre en place, y compris avec des dispositifs de contrôle adaptés. Donc je pense que non seulement on agit pour soutenir les ASCA pour mesurer la qualité de l'air, mais par ailleurs on agit aussi pour améliorer la qualité de l'air au travers des différents dispositifs que j'ai évoqués. Donc avis défavorable. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Moi j'ai 16 ou 17. Qui est contre? Il est adopté. Ah, 15, 16, 17. 14. Avec les rapporteurs, les 3 rapporteurs. Eh bien, il est adopté. À présent, nous examinons 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 125 rectifié, Monsieur Dantec va nous le présenter. Oui, merci. C'est un amendement qui vient en soutien d'un des joyaux français de la protection de la biodiversité, qui est notre grand réseau de réserves naturelles nationales. À ne pas confondre avec nos parcs nationaux. Les parcs nationaux sont sous la responsabilité de l'État, avec du personnel de l'État. Les réserves naturelles sont en gestion souvent par des associations avec des contrats avec l'État. Ce qui est l'occasion de redire, Madame la Ministre, j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure à la fin de la discussion générale concernant le maintien des effectifs des parcs nationaux. Je reconnais que ce n'est pas du tout ce qui nous remonte d'un certain nombre de parcs nationaux, mais j'ai bien entendu votre explication, donc nous essaierons de recroiser des informations de toute évidence divergentes sur le maintien des effectifs des parcs nationaux. Concernant donc le réseau de réserves naturelles nationales, qui joue un rôle important sur la biodiversité avec de vrais résultats, alors que la biodiversité, par exemple les oiseaux, les populations s'effondrent en France, elles ont augmenté dans les réserves naturelles où il y a souvent des espèces rares. Et il faut savoir que donc depuis 2012, il y a bientôt 10 ans, elles n'ont vu aucune réévaluation de leur dotation, alors que pourtant on leur a demandé d'aller sur d'autres sujets en plus de la gestion directe des réserves, notamment toutes les questions de sensibilisation et d'éducation à la nature. Ce qui veut dire que les salariés eux-mêmes, depuis 2012, n'ont pas été revalorisés. Donc il est temps de donner un signal vers les gestionnaires de ces réserves, vers ce réseau extrêmement important qui complète notre réseau de parcs nationaux, d'où cet amendement qui propose donc de doter
ce réseau des réserves naturelles nationales de 2 millions d'euros supplémentaires. Merci. L'amendement 109 rectifié bis, c'est M. Rapin qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Donc c'est un amendement à peu près identique, si ce n'est que je suis moins gourmand que M. Dantec, puisqu'il est à hauteur de 800 000 euros. Mais je tiens à dire que c'est un amendement que j'avais déjà présenté l'année dernière, qui n'avait pas passé le stade de la commission. Mais cette année, j'ai décidé de le présenter en séance, parce qu'il y a quand même un enjeu. On a un souhait et une volonté du président de la République qui a été affichée encore en mai dernier, annonçant qu'il fallait augmenter globalement de 5 réserves naturelles par an le cheptel des réserves naturelles. Sauf que les crédits baissent chaque année. Donc il y a une petite contradiction entre le fait qu'on veuille porter, des éléments ambitieux et peut-être une stagnation, voire une baisse des crédits. Donc il faut être attentif. Donc je tiens à le présenter. Et puis il y a aussi un élément complémentaire, c'est que, Madame la Présidente, je vais parler pour vous, je me permettrai, puisque vous défendez vous-même une réserve en Alsace, qui est la réserve de la petite couronne alsacienne, qui est située dans le Haut-Rhin, qui est située dans la... Bon. Et donc la petite couronne alsacienne qui est défendue par la présidente Catherine Tremblay, dans le même esprit de ce que je défends en Hauts-de-France, nos réserves naturelles nationales. Donc je sais que le rapporteur a émis un avis en commission, parce que ce n'est pas un sujet qui est facile, mais je pense qu'il est vraiment à prendre en compte. En tout cas, même s'il n'est pas adopté cette année, je le redéposerai l'année prochaine. Pour rectifier un tout petit peu, c'est la petite Camargue en Alsace. Je vais vous avouer que je n'ai pas mes lunettes de vue de près. Un amendement 179 qui n'est pas soutenu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces amendements? Alors, l'avis de la commission, il y a d'abord deux sujets. Le premier, c'est que les montants, les amendements ne se correspondent pas complètement puisque les montants sollicités pour le budget 2020 ne sont pas les mêmes. Moi, je vais rendre un avis de sagesse. Madame la ministre, pour une raison simple, c'est que la biodiversité est aujourd'hui, vous prenez la dernière enquête sur les attentes des Français en matière de préoccupation environnementale, la première attente, ce n'est pas une surprise, ça continue de monter à plus de 50%, c'est la lutte contre le changement climatique. Et pour la première fois depuis longtemps, la deuxième attente est la lutte contre la biodiversité. Alors, en général, ça démontre que quand je fais une erreur, vous savez me rectifier. Et vous êtes attentif. Mais je vais continuer. C'est un vrai sujet, d'autant que dans la biodiversité, on oublie souvent que plus de 50% de la biodiversité, c'est dans les sols. Et comme on en a parlé tout à l'heure, je pense qu'il y a des moyens à mobiliser. Et honnêtement, les moyens mobilisés à hauteur de 10 millions d'euros pour l'année 2020 paraissent, je l'ai effectivement dit dans le rapport que j'ai rendu, paraissent notoirement insuffisants. D'autant qu'une part non négligeable de ces crédits serviront pour le congrès mondial qui va avoir lieu à Marseille. Donc mobiliser davantage de fonds au profit de la biodiversité me semble aujourd'hui nécessaire, indispensable. Et contrairement aux autres avis, je propose la sagesse. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Merci Madame la Présidente. L'avis du gouvernement est défavorable parce que les crédits consacrés aux réserves nationales ne baissent pas. Il y a 163 réserves et 23 millions d'euros sur le programme 113 pour financer ces réserves. Il est prévu de créer 20 réserves supplémentaires et les crédits correspondants seront inscrits au fur et à mesure, donc notamment 500 000 euros pour la création de ces 20 réserves complémentaires. Donc c'est un abondement automatique au fur et à mesure de la création des réserves. Donc je pense que les crédits sont suffisants. Avis défavorable. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote... Oui, Monsieur Dantec, je vous en prie. Mais si les crédits ne bougent pas et ne bougent jamais, ils baissent. Donc ça n'est pas des crédits totalement maintenus, c'est des crédits qui baissent peu à peu chaque année. Et j'ai bien entendu, Madame la Ministre, pour les nouvelles réserves, il y a une dotation supplémentaire. Mais pour le réseau de réserves, depuis 2002, alors qu'on demande
à leurs gestionnaires de plus en plus d'actions et d'actions légitimes, notamment de sensibilisation, d'accueil du public, d'accueil des jeunes. Ça veut dire qu'en fait, par rapport à la charge de travail qu'on leur demande, on est en baisse légère année après année. Donc moi, pour qu'on ait un vote assez unanime, parce que je sens bien un potentiel consensus dans notre Assemblée, je vais retirer mon amendement et pour montrer qu'on est raisonnable, qu'on propose au moins 800 000 € de manière consensuelle. Donc je propose qu'on fait un effort de ne pas demander suffisamment, même si le réseau national demandait bien de passer de 23 millions à 25 millions. Donc les 2 millions que je proposais, c'est la demande du réseau national. Mais je propose qu'on vote au moins 800 000, qui est un signal. Et puis, effectivement, je pense que du coup, vous entendrez ce signal et notre préoccupation. Donc l'amendement 125 rectifié est retiré à la demande de M. Dantec. Et je vais mettre aux voix l'amendement 109 rectifié avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Écologie, Développement et Mobilité durable figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Par conséquent, je mets aux voix les crédits de la mission. Qui est pour leur adoption? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. J'appelle en discussion les articles 76, 76 bis, 76 ter, 76 quater et 76 quinquies et les amendements portant articles additionnels qui seront rattachés pour leur examen au crédit de la mission Écologie, Développement et Mobilité durable. À l'article 76, la parole est à Madame Éliane Assassi. Je vous en prie, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article 76 entame la prise en charge par l'État de la reprise de la dette ferroviaire promise lors de la discussion du pacte ferroviaire. Alors vous le savez Madame la Ministre, nous sommes convaincus de l'utilité de la reprise de la dette. Ce que nous regrettons simplement, ce sont les conditions de cette décision. Je rappelle que cette reprise de la dette est le corollaire du changement de statut de la SNCF en société anonyme, puisque chacun sait qu'une société anonyme ne peut porter une telle dette. Il s'agit donc d'une décision en réalité purement comptable. Alors si nous voulions faire les oiseaux de mauvais augure, nous parlerions même d'un cadeau pour les futurs acquéreurs de la société anonyme à 100% publique, puisque tout le monde sait qu'elle ne restera pas 100% publique, sinon, bien évidemment, ce changement de statut était inutile. Pour cette raison, nous avions demandé la possibilité de rendre ces actions incessibles, ce qui a été refusé. Depuis l'adoption du projet de loi, qui a marqué un pas supplémentaire dans la libéralisation du rail, le démantèlement de l'entreprise publique et le désengagement de l'État, nous avons étudié la LOM, qui fait de la route la meilleure alternative au train. Tout cela est décidément bien cohérent. Depuis également, un énième rapport de la Cour des comptes pointe les cheminots. Il estime ainsi que la SNCF, je cite, devra dans les années à venir poursuivre sa politique de réduction des emplois au même rythme qu'en 2017, soit 2000 emploi temps plein. Il appelle particulièrement à des coupes chez SNCF Réseau. Donc quand on voit le travail immense de rénovation ferroviaire à produire, ce rapport est juste, excusez-moi l'expression, délirant. Comment ne pas voir également que cette politique de réduction de postes a porté les germes de la dégradation du service public et porte des risques lourds pour la sécurité? Nous souhaitons, pour notre part, au contraire, plus de personnel dans les trains pour éviter des accidents, comme par exemple celui du 16 octobre dernier. Mes chers collègues, ce projet de loi de finances en témoigne. Nous restons encore loin des enjeux de développement des transports collectifs et du service public ferroviaire. Et croyez bien que nous le regretterons et nous continuerons à être aux côtés des cheminots pour que vive le service public ferroviaire. Madame la Ministre, vous souhaitiez prendre la parole? Je vous en prie.
Merci Madame la Présidente. Alors moi je ne sais pas quelles sont vos sources, Monsieur le Sénateur, mais je peux vous confirmer que le budget de SNCF Réseau sera adopté demain et nous n'avons pas fait cette réforme pour ne pas tenir nos engagements. Donc ce budget, il prévoira plus de 6 milliards d'euros investis par SNCF Réseau en 2020. Je pense que nous n'avons pas à rougir des comparaisons internationales. Nous avions annoncé un investissement de 3,6 milliards d'euros par an pour régénérer le réseau. Cet engagement sera strictement tenu. Le budget 2020 prévoit effectivement une augmentation de 91 millions d'euros par rapport à 2019, dont plus 23 millions sur la régénération des voies. Donc je pense que ceux qui soutiennent qu'il manquerait 400 ou 500 millions d'euros ont mal lu les comptes de SNCF Réseau. Bien, mes chers collègues, je vais mettre aux voix l'article 76 qui est pour son adoption. Je mets aux voix l'article 76 qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. Voilà pour cette séance que vous avez pu suivre sur notre antenne. L'examen du budget va encore occuper les sénateurs en séance jusqu'au vote solennel du texte sur le projet de loi de finances 2020 le 10 décembre prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction sur notre site publicsénat.fr. On revient très précisément sur le rejet de ces crédits écologie par les sénateurs dans cet article de Guillaume Jacot qui dit bien qu'il y avait ce budget artificiel dénoncé par les sénateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.